suite. Alors, les deux sujets de ces demi-finales, c'est peut-on tout pardonner? Donc, un des candidats va dire oui et l'autre non. Et deuxième sujet, loin des yeux, loin du cœur. Pareil, chaque candidat va affirmer ou contredire l'affirmation. On va commencer avec peut-on tout pardonner? Et je ne sais pas, on commence par le oui peut-être? Non, je ne sais pas. Allez, le oui. Manel? C'est parti. Je rappelle aussi que normalement le temps imparti est de 3 minutes par candidat. Il faut essayer de rester dans ce timing. Donc Manel, tu peux venir devant. Et c'est quand tu veux. Peut-on tout pardonner? Oui, évidemment. J'aurais pu vous sortir ce que j'appellerais le grand jeu. C'est-à-dire que j'aurais pu vous sortir les citations. William Shakespeare. Pardonner, c'est une action plus noble, plus rare que celle de se venger. J'aurais pu vous sortir une célèbre baronne qui aurait dit que pardonner, cela ne tient qu'à comprendre. J'aurais pu vous sortir les savantes références étymologiques que dono signifie tenir quitte et que père accentue, ce qui donne pardon. Mais je pense que vous êtes assez intelligent pour pas que je n'aille à en faire usage. Ainsi, j'aimerais que nous nous concentrions sur l'aspect scientifique. Peut-on tout pardonner? Qui est l'idiot qui affirmerait que notre cerveau est incapable de pardonner? Un cerveau humain qui a été capable de découvrir les plus grands mystères de la médecine, qui a été capable d'inventer l'art, qui est capable de ressentir, qui est capable de penser, de se tourmenter, d'être heureux, qui peut exécuter des actions toutes plus difficiles les unes que les autres, et alors quoi? Il serait incapable de pardonner? Non, je pense que la véritable question se situe dans la morale. Peut-on pardonner l'impardonnable? Encore une fois, l'impardonnable. Quel concept ridicule! N'a-t-on point vu des gens pardonner ceux qui leur ont fait le plus de mal au monde? Je peux vous parler d'une expérience personnelle, par exemple. J'ai connu des gens qui se sont fait frapper. J'ai connu des gens qui se sont fait harceler. J'ai connu des gens qui ont eu des proches morts par la faute d'autres personnes. Est-ce que ces gens justifient les actes de ces personnes qui ont gâché leur vie? Non. Mais est-ce qu'ils sont en mesure de leur pardonner? Oui, car ils sont en mesure de comprendre. Pourquoi sont-ils en mesure de comprendre? C'est ce que nous allons étudier. Y a-t-il un bien ou y a-t-il un mal? Évidemment, nous avons tous ici nos propres conceptions. Je pense que le bien, c'est aider autrui. Je pense que le bien, c'est la recherche. Ou alors, je pense que le bien, c'est ma propre satisfaction personnelle. Mais dans l'absolu, qui ou quoi aurait une présomption assez forte pour pouvoir nous affirmer qu'une telle chose est juste alors qu'une telle autre est fausse? Il n'existe pas un être assez supérieur à nous ou une chose assez supérieure à nous pour pouvoir nous affirmer qu'est-ce que nous faisons est bon ou mal. Ainsi, nous faisons tous le bien. Lorsque je me lève le matin pour aller à l'école, c'est parce que je pense que suivre l'école, qu'éduquer les élèves, c'est le bien. Lorsqu'un gangster se lève le matin pour aller braquer une banque et devenir assez riche, ne pense-t-il pas que devenir riche, qu'acquérir une propre satisfaction personnelle, c'est le bien? Lorsque j'ai envie de tuer quelqu'un et que je le tue, n'est-ce pas le bien à mes yeux? Évidemment que si. Le problème, c'est lorsque nos deux visions du bien cohabitent. Ainsi, nous allons définir un mal et un bien. Mais si je ramasse le porte-monnaie d'une vieille dame, et que par exemple vous, mon professeur, vous venez et que vous m'affirmez que c'est une action mauvaise, nauséabonde, qui vient de lui gâcher sa vie, je vous rirai au nez. Si on me plaçait dans un tribunal parce que j'avais ramassé le porte-monnaie d'une vieille dame, si on m'accusait de tous les maux, qu'on me crachait dessus, qu'on me regardait comme on regarde les criminels qui ont tué des gens, comme on regarde les gens qu'on ne considère même pas comme humains, comment me sentirais-je? Serait-ce de ma faute? Si vous l'aviez ramassé ce porte-monnaie, serait-ce de votre faute? Évidemment que non. Vous auriez fait le bien. Les gens qui vous accusent, serait-ce de leur faute s'ils vous accusent? Évidemment que non. Ils auraient fait le bien. Ainsi, nous faisons tous le bien et nous faisons tous le mal. Alors oui, nous devons tout pardonner, nous pouvons tout pardonner,
Et nous devons tout pardonner, puisque nous ne faisons que le bien. Et si nous nous en rendions compte, il n'y aurait même pas besoin de réfléchir à si nous devions pardonner ou non, car tout serait normal. Merci. Nous nous devons de gommer la confusion qu'il existe entre ces deux termes, se résilier et pardonner. Nous nous devons de rompre les liens douloureux que nous avons avec un passé. Pas de faire l'impasse sur ce qui s'est passé. Je me suis moi-même souvent demandé si excuser mes démons, si accepter les fantômes qui me hantaient était une bonne idée. Or, j'ai appris à mes dépens, que démons et fantômes étaient de mèche, tous alliés contre moi, pas là pour me protéger comme je le pensais après leur avoir conféré une légitimité. On considère souvent que le pardon est l'ultime étape vers le bonheur, qu'en cet acte symbolique on trouve toute la bonté d'un homme. Or, une grande âme cherche-t-elle à enfouir les passés et les tragédies plutôt qu'à les confronter ? Non, je ne pense pas. Elle les confronte, elle les affronte, elle est courageuse. Elle n'a pas peur de se voiler la face, elle regarde fièrement en arrière ce qui ne sera plus pour se retourner et accepter un avenir pur et léger. Car pardonner, c'est se laisser aller à une fatalité morbide, terne, un cercle vicieux de malheur. Se résilier, c'est accepter nos échecs, considérer qu'on veut plonger et toucher le fond pour ressurgir pleinement à la surface. Pardonner, c'est un acte inutile, puisqu'il nous fait croupir. Pardonner, c'est un acte qui peut nous détruire, puisqu'il est dangereux. Il peut nous mener à avouer nos pires peurs. Et le problème du pardon, c'est qu'on l'associe à trop de bonté. En effet, si l'on pardonne, on omet le souvenir, et lorsqu'on omet le souvenir, on omet aussi la faute. Or, si l'on omet la faute, on retombe dans nos travers. Et sans ces travers-là, nous pourrions vivre pleinement. Or, pour gommer ces travers, il nous faut se résilier. Le pardon est une notion qui nous empêche de nous regarder dans la glace sereinement, qui laisse notre cœur béant, car le pardon détruit la confiance en nous qui se trouve bafouée. Or, c'est cette confiance en nous qui doit nous permettre de parler à notre mini-nous sans avoir honte, d'être fiers de qui l'on était, toujours, et de qui l'on sera plus tard. Or, si l'on pardonne, on dit à notre mini-nous « Je suis désolée, je ne suis pas assez fort pour te protéger, tu vas devoir faire sans moi, car moi je préfère fuir cette réalité. » Nous ne pouvons pas vivre si une épée de Damoclès vit au-dessus de nos têtes constamment. Alors faites ce que vous voulez. Pardonnez à qui vous voudrez, à ceux qui vous ont blessé, à ceux qui vous a blessé. Mais moi, je vais tendre les bras, saisir cette épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête pour rompre les liens de douleur avec mon passé et vivre plus pleinement. Merci. Loin des yeux, loin du cœur. Et à la négative, loin des yeux, près du cœur. Je dois vous avouer, ce sujet m'a laissé très perplexe. Il a été un des plus compliqués, ça a été celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Comment défendre, me suis-je dit, à notre époque du tout numérique, des réseaux sociaux et des vies partagées, cet adage qui commence par loin des yeux. Car aujourd'hui, vous en conviendrez, chers auditeurs, qui peut prétendre rester loin du regard des autres lorsqu'on se scrute les uns les autres dans nos moindres gestes, dans nos moindres faits du quotidien. De notre brossage de dents à notre coucher en pyjama licorne, et tout ceci grâce à la technologie. Alors oui, j'aurais pu en effet, pour me rendre la tâche plus facile, biaiser mon sujet, le tordre dans tous les sens pour qu'il me convienne.
J'aurais utilisé un pieux argument pour vous dire que je vois les personnes que j'aime à travers un écran, que je ne les vois pas vraiment, qu'ils sont loin de mon organe œil, mais près de mon cœur grâce aux écrans. Mon sujet aurait été réglé. Mais c'est mal me connaître, et mal connaître ma volonté de relever des défis. Parlons-en de cette technologie qui nous rapproche. Qui, parmi vous, peut se dédire de ne jamais avoir vu son taux d'angoisse augmenter lorsqu'il a été bloqué par un de ses amis sur les réseaux sociaux ? Qu'a dit votre petit cœur meurtri ? Ah, il ne m'aime plus, et moi qui l'aime, je ne le verrai plus ? Et à chaque seconde, vous avez réactualisé encore le profil sans jamais cesser de penser à cet ami qui vous prive de sa vue. Il est devenu votre préoccupation principale et votre centre d'intérêt premier, précisément parce que vous ne le voyez plus, loin des yeux, près du cœur. Que dire de nos chers disparus ? Il n'existe pas à ma connaissance un réseau social direct avec l'au-delà. Et pourtant, la pensée de l'être disparu reste dans nos cœurs à jamais, et même le temps ne fait pas son œuvre pour effacer de notre mémoire celui que l'on a déjà. Rebelote, loin des yeux, près du cœur. Plus concret encore, comment croyez-vous que les poilus auraient tenu dans les tranchées, missives et photos sur le cœur pour supporter les atrocités de la guerre, la vache jusqu'aux cuisses et les obus, sans penser de tout cœur à l'espoir de revoir un jour l'être aimé, ses enfants, sa famille, ses parents et ses proches, si loin et depuis si longtemps, loin des yeux, près du cœur, encore une fois. Et s'il est bien question d'amour, comme le laisse entendre le sujet, qui de mieux que Pénélope aurait pu nous démontrer que lorsqu'on est loin des yeux, on reste près du cœur. Lorsqu'elle attendait fébrile le retour d'Ulysse. Plus simple que l'Odyssée, pour vous convaincre, pensez à votre crush du moment. Prenez-vous un réel plaisir à le voir sous tous ses angles, à toutes les heures de la journée, même dans ses pires moments ? Chers amis, l'imaginaire, le fantasme n'ont pas de prix. Le fait d'imaginer ce que peut être celui que l'on voit est un vrai délice, une folie douce. Car ce n'est alors plus Gérard, Robert ou Jean-Louis qui sont loin du cœur, mais bel et bien Brad Pitt, Johnny Depp ou Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, l'année prochaine, lorsque je ferai mes vœux sur Parcoursup, et que le système m'enverra sur Mars, je penserai au lycée Lascaz, qui même très très loin de mes yeux, restera tout près de mon cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux donc, loin du cœur. Je suis assuré que parmi vous, ici et maintenant, certains sont mécontents que ma vision que vous pourriez qualifier de pessimiste restreigne à ce point le bonheur. Cependant, je crois en ce que j'affirme présentement. Vous ne demeurerez pas bien longtemps joyeux à la suite de l'éloignement. Quoiqu'à bien y réfléchir, c'est plutôt l'inverse qui risque d'arriver. Imaginez-vous vous séparer d'une personne à laquelle vous tenez, pour cause de déménagement, pour une question d'épanouissement, ou simplement parce que vous changez de lycée. Alors épris d'une grande tristesse, vous conciliez avec l'espoir d'un jour peut-être vous revoir. Une fois à distance, vous profitez de nombreux moyens pour essayer de garder un lien. Cela peut paraître cruel, mais je le pense pourtant. Le temps fait bien les choses. Cruel parce que dans cette situation, ce dernier vous permet de vous en remettre. C'est alors que vous avez comme l'impression d'oublier votre relation, ou même de vous réjouir de votre séparation. Mais en réalité, si vos chemins respectifs se sont écartés, c'est pour une bonne raison. Que ce soit pour mieux vous retrouver, comme on aime si bien le répéter, ou alors simplement parce qu'aucun de vous deux n'en ressent jamais la nécessité. Ne culpabilisez pas de cela. Ce n'est pas une fatalité. Sans compter qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui gagne de plus en plus d'importance dans votre cercle d'amis proches, jusqu'à même vous rappeler ce que vous viviez lors de cette autre amitié. Comment quelqu'un qui brille par sa présence ne peut-il pas, et c'est triste à dire, remplacer celui qui ne le fait même pas par son absence ? Si, chère audience, l'expression briller par son absence vous semble d'ailleurs ne pas convenir à une telle situation, permettez-moi de vous donner raison. Je vous prie de me croire lorsque j'affirme qu'en amitié, le plaisir est produit par la compagnie de l'autre,
et non par l'intrigue de son manque à l'appel comme l'on voudrait s'en persuader. À moi, il m'est arrivé de me sentir quelquefois remplacé, supplanté par quelqu'un qui avait l'air visiblement de susciter davantage d'intérêt. Mais après de longs moments passés à me morfondre, me méprendre, confondre, voilà que j'arrivais à comprendre que la forte complicité que j'avais autrefois partagée avec cette personne était révolue, même si cette idée, il était difficile d'y tendre, difficile de l'entendre, je peux me montrer fier de m'y être résolu. La fatalité de perdre une amitié peu à peu arrêter de m'effrayer. Quand celle-ci n'arrive plus à subsister, profitons-en pour faire une opportunité, celle de s'ouvrir, rencontrer, approfondir, explorer, même si se détacher fait souvent souffrir. Ainsi, pour achever mes dires, peut-être pourrait-il suffire que je conclue sans artifice, en vous rappelant très simplement ce que je défends, loin des yeux, loin du cœur. Car vous aurez beau trouver cela triste, il n'en serait jamais moins que la stricte vérité. Vérité qui devrait nous encourager à faire confiance au destin et à ne pas avoir peur de s'éloigner. Oui, chers jurys, chers amis, de vous je n'ai pas peur de m'écarter. À force de nous attacher, nous agglomérer, nous rattacher, nous coller et conglutiner, comme monsieur je l'ai étudié, nous recoller puis nous rassembler, de vous, oui, m'écarter me rendrait presque satisfait. C'est loin d'être un exercice facile et vous avez vraiment tous bien relevé le défi, chacun avec votre personnalité, vos qualités. Donc c'était c'est assez complexe à trancher. Mais je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. Les deux finalistes qui s'affronteront donc, le mardi 15, je crois, on passe mardi là, le mardi d'après, sont donc Manel et Capucine. Félicitations.